Donc, bonjour. Nous allons enchaîner avec cet exposé concernant les controverses à propos du syndrome de Kawasaki. Nous allons commencer par le cas clinique. Donc, nous vous présentons Ryan, âgé de 8 ans, 7 mois, hospitalisé pour fièvre qui évolue depuis 11 jours, sans antécédents familiaux ni personnels. Sa vaccination est faite selon le calendrier vaccinal tunisien. L'histoire de la maladie, depuis 11 jours, fièvre chiffrée à 39, avec une éruption cutanée prurigineuse, diagnostiquée à J3 comme varicelle, donc mise sous traitement symptomatique. À J5, d'évolution en persistance de la fièvre, il consulte aux urgences, il a été mis sous amoxicilline comme angine bactérienne. À J7, apparition de squam, donc il reconsulte, il a été hospitalisé. À l'examen, elle était fébrile à 38,9, peu trophique, tachycarde à 110 battements par minute, tension 95-58, TRC immédiat, auscultation cardiaque sans anomalie. Fréquence respiratoire à 22, sans signe de lutte, auscultation pulmonaire libre. L'examen neurologique sans anomalie, l'examen abdominal sans anomalie, les aires ganglionnaires étaient libres, dextro correct et multistix négatif. L'examen cutané a montré une éruption cutanée généralisée en nappe, s'effaçant à la vétropression avec une desquamation plantaire. Comme vous voyez ici, une éruption qui prédomine au niveau des deux membres inférieurs, rappelant un érythème noueux. On objective une réactivation de site d'injection de la PCG et on objective des squames surtout au niveau de la plante des pieds. On complète par un bilan biologique montrant une hyperleucocytose à 16 770 à prédominance PNN, une hyperéosinophilie à 1380, une anémie à 9,9, normochrome normocytaire et un taux de plaquettes normal à 280 000. La CRP était franchement élevée à 289 et une VS accélérée à 55. Une hyperféritinémie à 583, fonction rénale correcte, une légère hyponatrémie à 132, des azatalates normaux, TP correct, une hypoalbuminémie à 28 grammes par litre et des LDH normaux à 225 unités par litre. Donc, à ce stade, devant un enfant âgé de 8 ans se présentant par une fièvre prolongée, évoluant depuis 11 jours, associée à une éruption non spécifique avec desquamation à J7 d'évolution, nous avons éliminé les infections non spécifiques, enquête négative. Pour les infections spécifiques, bilan tuberculeux négatif, sérologie Wright et Rose-Bengal revenu négatif. Nous avons complété par les sérologies virales revenu négatif. Leishmaniose viscérale, mais le tableau n'était pas évocateur parce qu'on n'a pas de splénomégalie. Paludisme, pas de contexte évocateur. Nous avons évoqué une origine médicamenteuse devant l'hyperéosinophilie, mais l'évolution était la prise d'amoxicilline a suivi l'atteinte cutanée et la fièvre. Il n'y a pas de prise médicamenteuse antérieure. Pour l'origine tumorale, type lymphome ou leucémie, on n'a pas objectivé de syndrome tumoral clinique. Il n'y a pas de notion d'altération d'état général. Et le frottis sanguin n'a pas montré de cellules anormales. Sinon, pour le MISC, le syndrome inflammatoire multisystémique post-COVID-19, sérologie COVID-19 était négative. Pour l'AGI systémique, donc, il ne remplit pas les critères, il n'a pas d'arthrite, il n'a pas de fièvre qui a dépassé les 15 jours. Et finalement, nous avons évoqué une maladie de Kawasaki. Donc, je vous rappelle que les critères pour retenir la maladie de Kawasaki se basent sur les critères de l'AHA, l'American Heart Association de 2017, qui exige le critère de fièvre obligatoire évoluant depuis 5 jours, associé à au moins 4 parmi ces 5 critères, qui sont l'hypérémie conjonctivale non sécrétante, une adénopathie cervicale qui dépasse le 1,5 cm, un rash cutané de tout type sauf vésicule ou croûte, une modification des lèvres avec l'aspect de kélite et un changement des extrémités avec à la phase aiguë un œdème des extrémités, à la phase de convalescence la desquamation. Donc, ainsi, pour notre malade, il a la fièvre qui a dépassé les 5 jours. Il a 2 critères selon l'AHA 2017, le rash cutané et le changement des extrémités. Donc, on ne peut pas retenir le diagnostic de maladie de Kawasaki chez notre patient. Mais là, cher ami, les critères cliniques que vous avez, qu'ils ont évoqués ne permettent pas d'identifier tous les patients qui sont atteints de maladie de Kawasaki. C'est pour cela que l'ARA 2017, en association avec les hautes autorités sanitaires en 2022, ont stipulé que pour tout enfant qui présente une fièvre qui évolue d'une période qui est supérieure ou égale à 5 jours avec 2 ou 3 critères principaux,
ou un patient qui a un enfant qui a une fièvre supérieure à ou égale à 7 jours, sans cause évidente, essentiellement si cet enfant étant un nourrisson dont l'âge est inférieur à 6 mois, on va s'aider de tests biologiques pour pouvoir s'orienter vers la maladie de Kawasaki. Alors, en présence de syndrome inflammatoire biologique, à savoir une CRP qui est supérieure ou égale à 30 mg par litre ou une VS qui est supérieure ou égale à 40 mm par heure, nous allons nous aider par des critères biologiques avec les données de l'échographie cardiaque. Ainsi, trois anomalies biologiques peuvent être présentes parmi les suivantes, qui sont l'anémie pour l'âge, la thrombocytose supérieure avec un chiffre de plaquettes supérieur à 450 000 après 7 jours d'évolution de la symptomatologie, une hypoalbuminémie inférieure ou égale à 30 grammes par litre, des blancs qui sont supérieurs à 15 000 et une leucocyturie supérieure à 10 000, et 10 000 éléments par millimètre cube. Les anomalies cardiaques qu'on peut retrouver, donc essentiellement une IVA1 ou une coronaire droite supérieure ou égale à 2,5 Z-score ou deux critères parmi les trois, donc une diminution de la FEVG, un épanchement péricardique ou un Z-score entre 2 et 2,5. Donc certes, la réactivation du site de BCG est pathognomonique de la maladie de Kawasaki, mais ce critère ne figure pas dans les critères de l'AHA. Donc on va s'aider de ces critères-là, donc de 2022. Et notre patient présente l'anémie, l'hypoalbuminémie et l'hyperleucocytose supérieure à 15 000. Ainsi, nous pouvons retenir le diagnostic de maladie de Kawasaki dans sa forme incomplète ou dans sa forme atypique. La deuxième étape, une fois le diagnostic a été fait, c'est d'évaluer le risque de résistance aux immunoglobulines et de prédire le risque de développement d'une anomalie coronaire. Donc pour cela, différents scores ont été établis, le score des Gabi, le score de Kobayashi, le score de Sano, mais le plus connu, le plus spécifique étant le score de Kobayashi avec une spécificité aux alentours de 90%. Donc ce score, il est basé sur des critères essentiellement biologiques avec l'âge. Et donc pour notre patient, il a une hyponatrémie inférieure à 133, donc 2 points, un chiffre de plaquettes qui est inférieur à 300 éléments par millimètre cube et une CRP qui est supérieure à 10. Ainsi, si le score de Kobayashi il est supérieur ou égal à 5 points, donc là, le patient il est à haut risque d'atteinte coronaire et de résistance au traitement de première ligne. Notre patient qui combine 4 points, donc c'est un patient qui est à faible risque d'atteinte coronaire et de résistance au traitement de première intention. Alors, diagnostic positif fait, diagnostic établissement stratification du risque fait, donc quelle sera notre conduite thérapeutique? Donc, comme vous savez tous, en se référant aux recommandations de l'AHA 2017, donc dès que le diagnostic a été fait, que ce soit pour la forme complète ou pour la forme incomplète de la maladie de Kawasaki, le traitement par immunoglobuline polyvalente doit être débuté sans délai à la dose de 2 grammes par kilo en une seule perfusion. Mais ici, dans ce cas, le diagnostic, je vous rappelle qu'il est fait après 10 jours. Donc, on sait tous que l'efficacité des immunoglobulines, c'est durant les 10 premiers jours pour prévenir l'atteinte coronarienne. Pardon. On n'a pas jusqu'au ce jour-là, pas d'essai contrôlé randomisé qui a comparé on traite et par immunoglobulines après 10 jours ou on ne traite pas pour prouver l'efficacité des immunoglobulines perfusées après G10. En plus, c'est un traitement coûteux. Généralement, on a des problèmes avec les malades qui n'ont pas d'assurance pour obtenir ce type de traitement. Il y a le risque d'effet indésirable qui est surtout allergique, risque de méningite aseptique, risque d'anémie hémolytique prouvé. Donc, pour moi, un diagnostic fait après 10 jours, on n'a pas d'intérêt de donner les immunoglobulines. Mais en se basant sur cette étude qui est quand même assez robuste, c'est une étude qui a comparé en fait deux groupes de patients, 75 paires de patients qui ont eu le premier groupe a eu les immunoglobulines après 10 jours de traitement et le deuxième groupe, il a eu le traitement par immunoglobulines intraveineuse précocement, donc avant J10, J7 d'évolution du traitement. Alors, cette étude a conclu que l'administration des immunoglobulines au-delà de 10 jours était certes efficace pour contrôler l'inflammation, mais elle était insuffisante pour prévenir l'atteinte coronarienne. Ainsi, toujours en se référant aux recommandations, le traitement de première intention selon l'AHA 2017, les recommandations chères et les recommandations des hautes autorités sanitaires 2022 stipulent que le traitement de première intention d'un syndrome de Kawasaki
d'un syndrome de Kawasaki, c'est les immunoglobulines intraveineuses, 2 grammes par kilo en une perfusion unique sur 10 à 12 heures, idéalement dans les 10 jours qui suivent le début de la maladie, même avant J7 d'évolution de la maladie. Mais si le diagnostic il est fait au-delà du 10e jour de la maladie, le traitement par immunoglobuline polyvalente est indiqué en cas de fièvre persistante sans autre explication ou en cas d'anomalie coronaire avec un syndrome inflammatoire biologique, notamment une élévation de l'AVS et de la CRP supérieure à 30. Et ça, c'est une recommandation de classe 2A avec un niveau de preuve B. Donc, pour notre patient, il répond, donc le diagnostic a été fait au-delà du 10e jour avec une fièvre persistante sans autre explication. En association avec les immunoglobulines polyvalentes, donc je vais mettre mon patient, bien sûr, sous aspirine à dose moyenne entre 30 et 50 mg par kilo et par jour, jusqu'à 48 heures après la défervescence, avec amélioration des symptômes cliniques et une diminution de la CRP. Donc, avant, on traitait les malades présentant un syndrome de Kawasaki par des hautes doses d'aspirine, donc qui oscillent entre 80 et 100 mg kg. Actuellement, c'est, comme a dit ma collègue, c'est 30-50 mg kg. Mais l'activité anti-inflammatoire même de l'aspirine a été discutée. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'une dose anti-inflammatoire d'aspigique, oui ou non? Donc, cette étude contrôlée randomisée n'a pas montré une infériorité de la dose antiagrégante par rapport à la dose anti-inflammatoire pour la prévention des anévrismes coronaires. De même, cette méta-analyse incluant 9 études dont 7 randomisées contrôlées a comparé 2 groupes. Le premier groupe qui reçoit immunoglobuline avec aspigique dose anti-agrégante seulement. Le deuxième groupe immunoglobuline avec une dose modérée d'aspigique, c'est-à-dire entre 30 et 50 mg kg. Et cette étude, selon les graphiques de gauche à droite, n'a pas montré de différence concernant l'incidence des lésions coronaires, concernant l'incidence de la résistance aux immunoglobulines, la durée de la fièvre, ni la durée d'hospitalisation. De ce fait, les recommandations actuelles stipulent que l'association d'aspigique 30 à 50 mg kg jour à l'immunoglobuline de première intention, à défaut ou selon les guidelines locales, comme les guidelines suédois, qui démarrent le traitement par directement la dose antiagrégante. Ils ne mettent pas de dose anti-inflammatoire. Donc c'est 30-50 mg kg jour. À défaut, on va démarrer le traitement anti-agrégant d'emblée à la dose de 3 à 5 mg kg. Donc, pour notre patient, si on fait un résumé, forme incomplète de Kawasaki, diagnostiquée à J11 d'évolution, avec un faible risque de résistance aux immunoglobulines, on l'a mis sous une perfusion d'immunoglobulines 2 g kg sur 12 heures, aspigique 30 mg kg. Évolution était marquée par la persistance de la fièvre 36 heures après la fin de la cure d'immunoglobulines. Biologie de contrôle montre des globules blancs à 12 500, une CRP toujours élevée à 250 avec une VS accélérée à 75. Donc, la conduite à tenir devant cette forme qui a résisté à un traitement de première intention, tous les auteurs sont d'accord d'intensifier le traitement, d'associer une nouvelle alternative thérapeutique. Moi, je choisis les corticoïdes comme traitement de deuxième intention. Je me base sur cette méta-analyse publiée en 2019 qui a comparé 12 études, dont 9 randomisées contrôlées, qui a comparé 3 armes thérapeutiques, à savoir une deuxième cure d'immunoglobuline, une corticothérapie 2 mg kg par jour en IV, 3 jours de suite, puis relais Péros avec une dégression progressive sur 15 jours, et l'infliximab, une seule cure, 5 mg kg sur 2 heures. Donc, il n'y a pas eu de différence entre les 3 traitements concernant la protection de l'atteinte coronarienne, pas de différence concernant la résistance au traitement, mais l'effet antipyrétique était en faveur de méthylprénisolone IV sans avoir, avec moins d'effets indésirables. Donc, j'opte pour cette molécule devant la disponibilité de méthylprénisolone dans tous les services, faible coût, un effet antipyrétique rapide avec une inhibition large de la cascade inflammatoire. Pour ma part, je choisis plutôt l'infliximab, donc l'anti-TNF-alpha, en me basant sur cette méta-analyse qui est publiée très récemment en 2025. Donc, c'est une méta-analyse qui a inclus 11 études. Elle a inclus 850 patients, donc chez qui le traitement par immunoglobuline polyvalente a été administré pour le groupe contrôle et
l'immunoglobuline polyvalente associée à l'infliximab a été administrée pour le deuxième groupe. Alors, cette étude a montré que l'infliximab associé aux immunoglobulines de première intention en cas de résistance de syndrome de Kawasaki aux immunoglobulines a montré une réduction significative du taux de PNN, puisque bien évidemment l'infliximab il a comme cible thérapeutique le TNF-alpha qui a des propriétés, qui est une cytokine pro-inflammatoire très puissante. Donc, de ce fait, l'infliximab, il va rompre rapidement la cascade de l'inflammation. Donc, la réduction du taux de PNN était statistiquement significative, ainsi que l'accélération de la cicatrisation des lésions muqueuses et l'évitement du passage des lésions muqueuses vers les anévrismes ou même des anévrismes géants. Ainsi, donc pour résumer, 3 armes thérapeutiques sont disponibles comme traitement de deuxième intention en cas de Kawasaki résistant: l'infliximab, les corticoïdes et la deuxième perfusion d'immunoglobulines. Les 3 médicaments n'ont pas le même mécanisme d'action. L'efficacité clinique, elle est la meilleure, le délai d'action, il est meilleur pour l'infliximab, il est le plus lent pour les immunoglobulines polyvalentes avec une efficacité qui avoisine les 60-70%. De ce fait, l'infliximab, il est recommandé en deuxième intention selon les RCP américaines. Les corticoïdes sont recommandés en deuxième ligne ou en première ligne selon le risque. Et puis, les immunoglobulines sont utilisées dans les formes modérées. Point d'interrogation. Alors, pour notre patient, il avait une forme incomplète de Kawasaki, diagnostiquée à J11 d'évolution avec un faible risque de résistance aux immunoglobulines IV et une résistance au traitement de première ligne. Nous avons choisi de mettre notre patient sous méthylprédnisolone 2 mg kg IV 3 jours de suite et nous avons obtenu une apyrexie après 48 heures de traitement. La biologie faite à J3 a montré une baisse des leucocytes, une amélioration du taux de lymphocytes, une hémoglobine à 11, des plaquettes à 420 et une nette diminution très rapide de la CRP à 15 mg par litre. Ainsi, nous avons pu mettre sortant notre patient sous aspirine dose faible dose, anti-agrégante plaquettaire, donc 5 mg par jour, une fois par jour, et en association avec les corticoïdes prédnisone 2 mg kg Péros avec dégression progressive sur 15 jours et bien sûr une échographie cardiaque de contrôle dans 15 jours. Donc, ici, notre malade avait à l'évaluation initiale un score de Kobayashi à 6, donc supérieur au cutoff qui est 5. Donc, ça serait une forme à haut risque de résistance aux immunoglobulines. Devant ces formes, toutes les guidelines sont d'accord sur le fait d'intensifier le traitement d'emblée, c'est-à-dire d'associer une autre molécule avec les immunoglobulines polyvalentes. Et pour moi, j'optais pour la corticothérapie de même, parce que, en se basant sur cette méta-analyse publiée en 2016, qui a comparé 16 études, a montré l'efficacité de la corticothérapie associée à l'immunoglobuline pour diminuer la résistance au traitement, pour diminuer l'incidence des anévrismes coronaires, diminution de la durée de la fièvre, tout en gardant un profil de bonne tolérance. Ceci est basé sur l'effet physiopathologique. Donc, les corticoïdes, les stéroïdes, ont un effet anti-inflammatoire rapide et global qui agit sur la plupart des cytokines, l'interleukine 1, 6, TNF-alpha, responsable de la cascade inflammatoire. Il va diminuer l'expression des molécules d'adhésion endothéliale et il va diminuer l'œdème pariétal et la nécrose fibrinoïde. Pour ma part, toujours pro-infliximab, en me basant sur cette méta-analyse qui a combiné 56 essais contrôlés randomisés. Donc, cette méta-analyse, elle a inclus plus de 1000 patients. Donc, elle a conclu que l'association d'une dose moyenne d'immunoglobuline, c'est-à-dire 1 gramme kilo, mais ils n'ont pas choisi la dose de 2 grammes par kilo, associée à l'aspirine à dose modérée et l'infliximab, était plutôt, plus performante en matière de contrôle de l'inflammation, puisque la cascade inflammatoire, comme on avait dit, donc elle dépend essentiellement du TNF-alpha. Donc l'infliximab qui a comme cible spécifique le TNF-alpha va avoir une réponse anti-inflammatoire rapide, une meilleure tolérance métabolique que les corticoïdes. Donc, et bien sûr, donc les données sont favorables sur la prévention précoce des dilatations coronaires. Et puis, donc, j'opte bien sûr pour l'infliximab puisque c'est devant la simplicité d'administration de ce traitement, puisqu'il s'administre à faible dose, en une dose unique. Alors, pour résumer,
En cas de syndrome de Kawasaki avec un haut risque initial d'emblée d'atteinte coronaire ou de résistance aux immunoglobulines, donc on va choisir soit d'associer l'infliximab avec les immunoglobulines ou les corticoïdes avec les immunoglobulines intraveineuses. Bien sûr, les deux traitements n'ont pas le même mécanisme d'action. Pour l'efficacité clinique, l'infliximab, il a le délai le plus rapide, le délai le plus rapide et la baisse la plus rapide de la CRP. Et de ce fait, l'infliximab, il est utilisé en première ou deuxième ligne selon les centres japonais ou américains. Les corticoïdes sont plutôt utilisés en première ligne au Japon donc selon les recommandations selon le score de Kobayashi, les recommandations HAS et les recommandations Sher. Donc, pour finir, un résumé des recommandations. Maladie de Kawasaki diagnostiquée initialement, forme complète ou incomplète, avec un faible risque de résistance. Toutes les guidelines et en chef de liste américaine et japonaise sont d'accord sur une première cure d'immunoglobuline 2 grammes kilo en une seule perfusion. Aspirine 30 à 50 mg kilo, donc dose modérée anti-inflammatoire. À défaut, démarrer immédiatement la dose anti-agrégante, avec une surveillance échocardiographique en A2 et à 6 semaines. Pour les formes à haut risque de résistance au traitement initial, ajouter des corticoïdes selon l'AHA, l'American Heart Association, selon l'Haute Autorité de Santé 2022, prednisolone 2 mg kilo jour ou, si échec, bolus de méthylprednisolone. Pour les formes résistantes au traitement initial, le traitement le plus connu étant la deuxième dose d'immunoglobuline à la dose de 2 grammes par kilo, les corticostéroïdes à la dose, donc les boulies de solumédrol à la dose de 30 mg par kilo pendant entre 1 et 3 jours, ou bien les biothérapies, l'infliximab 5 mg kilo ou la cyclosporine. Pour les formes réfractaires à ce traitement de deuxième ligne, d'autres armes thérapeutiques sont disponibles, notamment les échanges plasmatiques, les cyclophosphamide, les anti-IL-1, la nitinra, et bien sûr, la prise en charge de maladie de Kawasaki nécessite une prise en charge multidisciplinaire associant rhumatopédiatre, cardiologue et bien sûr cardiologue. Voilà, nous vous remercions.